Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette nouvelle capsule vidéo a pour objectif de vous faire comprendre la différence entre un signe linguistique et un signe sémiologique dans le cadre de la théorie saussurienne du signe. Regardez le transparent qui s'affiche, c'est un premier rappel extrêmement important de choses essentielles dans la théorie, dans le modèle de Saussure. La première chose, c'est l'objet de la linguistique. L'objet de la linguistique, c'est la langue. Et ce sera la même chose pour l'objet de la sémiologie, dans le cadre d'un autre système de communication que la langue, que le langage naturel. Eh bien, l'objet de la sémiologie sera la langue considérée comme un système excluant tous les facteurs individuels, tous les actes de parole, toutes les caractéristiques du sujet qui sont considérés par Saussure comme étant parasitaires, secondaires, relevant de la psychologie éventuellement, mais certainement pas de la linguistique. La deuxième chose qu'il nous rappelle avec beaucoup d'insistance, c'est que la langue est effectivement un code et donc un système de signes, d'où une question extrêmement légitime, et je comprends que vous vous la posiez maintenant, mais qu'est-ce que c'est qu'un système de signes? Alors, qu'est-ce qu'un signe chez Ferdinand de Saussure? Vous voyez s'afficher à l'écran un schéma qui montre effectivement une entité à deux faces, constituée d'une image acoustique et d'un concept, et Saussure nous dit qu'un signe linguistique est une entité à deux faces qui comporte deux aspects. Le premier aspect est d'une certaine façon son côté matériel, sa matérialité, ce qu'il appellera le signifiant, et d'autre part, un second aspect qui est le concept. Regardez le schéma, le petit schéma suivant, il représente l'exemple que Saussure donne dans son cours. Il s'agit du mot arbre. Eh bien, dans l'arbre, quand je prononce le mot arbre, ce mot arbre que vous entendez est composé de deux faces. Une première face qui est son aspect signifiant et qui est ce que Saussure appelait l'image acoustique du mot arbre. Là, je l'ai écrit en langage de phonétique internationale, puisque ce sont les sons que je prononce et pas du tout les sons que j'écris. Et puis, de l'autre côté, au-dessus, l'autre aspect, c'est l'aspect conceptuel, c'est le concept d'arbre qui est lié à l'image acoustique de l'arbre. Et ce lien est inamovible, il est arbitraire, ce lien, mais il est stable. Et ça, c'est l'image acoustique d'arbre sera toujours liée au concept d'arbre. Ces deux aspects, dans la théorie saussurienne, sont ce qu'il a appelé le signifiant et le signifié. Ce qu'il nous dit qui est quand même extrêmement important, c'est que le signe linguistique unit non une chose et un nom, autrement dit l'objet arbre et le nom que les hommes lui donnent en français, mais bien un concept et une image acoustique. Ça veut dire que la signification du mot est interne à la langue et elle n'a pas de rapport avec l'extralangage, avec la réalité mondaine, avec la réalité du monde. Ce qui implique une caractéristique importante pour le signe, ça implique que le signe linguistique est totalement arbitraire. Alors, pour expliquer ce que ça veut dire, un signe arbitraire est un signe qui n'a aucun rapport avec la réalité, et c'est par une convention que ce mot désigne un objet de la réalité ou un concept ou une opération de pensée comme réfléchir, etc. Mais c'est extrêmement important de se réaliser que le mot n'a aucun rapport naturel, entre guillemets, avec l'objet qu'il désigne dans la réalité. Et la signification naît de cette association entre une image acoustique et un concept. Pour illustrer ça de façon relativement humoristique, on a souvent dit que le mot chien ne mord pas. Un chien dans la réalité peut vous mordre, mais le mot chien ne va jamais vous mordre.
Et donc, ça permet de dire, ça explique en tout cas ce que Saussure dit quand il vous dit que le signe est une unité sans dehors. Elle se définit à l'intérieur de la langue et absolument pas par rapport à l'extériorité de la langue. Ce qui est aussi très important, c'est que le lien qu'on a vu stable entre le signifiant et le signifié, et qui produit la signification, est un lien qui produit une certaine valeur. Chaque mot a une certaine valeur par rapport à l'ensemble des autres signes de la langue et du code. Le mot chien, d'une certaine façon, s'oppose au mot chiot, au mot cabot, au mot bestiole, à des tas d'autres synonymes ou d'autres mots qui désignent plus ou moins le chien, mais s'il désignait exactement la même chose, on n'aurait pas besoin de plusieurs mots. Et donc chacun de ces signes linguistiques a une valeur particulière par rapport aux autres, mais pour chacun des mots, ce qui est important, c'est de bien voir que le rapport entre signifiant et signifié est stable, et c'est lui qui produit la signification et la valeur par rapport aux autres mots de la langue. Le signe sémiologique, par contre, regardez ce qu'on en dit dans le transparent suivant, le signe sémiologique est très différent. Pourquoi? Parce que la matérialité, l'aspect signifiant d'un signe sémiologique, en général, n'est pas fait pour communiquer. La majorité des langages, ou des premiers langages qui ont été étudiés par la sémiologie, sont des langages constitués par exemple d'objets, de vêtements, d'objets de design, d'objets d'architecture, etc., dont la fonction première n'est pas la communication. Un jean, c'est d'abord fait pour m'habiller, pour me vêtir. Il se fait que socialement, quand on a commencé à mettre des jeans au quotidien, les gens qui ont commencé à mettre des jeans au quotidien voulaient signifier par cette tenue qu'ils n'adhéraient pas à un mode de vie, à un mode social qui les obligeait à porter des costumes 3 pièces, des costumes gris, avec une cravate, etc. Et donc, dans la majorité des signes sémiologiques, la matière signifiante est d'abord quelque chose qui n'est pas fait pour communiquer, pour signifier. La deuxième chose qui est très importante, c'est que dans de nombreux langages sémiologiques, le signe est difficilement isolable. Prenez une photo et prenez une phrase. Dans une phrase, la phrase est découpée en mots. Prenez une photo d'une plage, vous en avez une dans le cours. Cette photo, c'est un signe analogique parce que c'est une photographie, mais il n'y a pas moyen d'isoler à l'intérieur de la matérialité de cette photo des éléments qui correspondraient aux mots. Autrement dit, la majorité des signes analogiques sont continus et ne sont jamais discontinus, discrets, comme le sont les mots de la langue. Troisième chose, qui est fondamentale, c'est qu'un signe analogique, par définition, ressemble à ce qu'il représente. Et la majorité des signes sémiologiques sont analogiques. Les dessins, les photographies, les schémas, tous ces signes sont analogiques. Ils ressemblent à ce qu'ils représentent, contrairement aux mots de la langue. Enfin, quatrième chose extrêmement importante, et parce que les signes sémiologiques sont analogiques, parce qu'ils ne sont pas discrets mais qu'ils sont continus, ce qu'on peut trouver comme signification sont des significations discrètes, surimposées à l'objet, à l'icône, à la photographie. C'est ce qu'on appelle un langage de connotation, que nous reverrons plus tard dans le cours. Mais autrement dit, ces langages dont l'être essentiel n'est pas de communiquer sont l'origine, la source,
le véhicule de significations sociales, culturelles, qui ont été greffées sur ces signes sémiologiques. Et donc, leur principale signification est celle d'un ordre connotatif. Voilà. Je vous remercie.